Bienvenue au balado du campus numérique d'eCampus Ontario, une émission qui s'adresse aux éducateurs et aux apprenants appelés à façonner l'avenir de l'enseignement supérieur à l'ère du numérique et à y participer. Chaque épisode se déroulera sous la forme d'une conversation porteuse et informative avec des chefs de file de l'éducation et d'autres experts qui vous transmettront des points de vue et des stratégies utiles pour naviguer la pédagogie numérique dans le milieu de l'enseignement supérieur d'aujourd'hui et de demain. Le balado du campus numérique est le carrefour où l'innovation rencontre l'éducation supérieure. Bonjour et bienvenue au balado Campus numérique avec eCampus Ontario. Je suis votre animatrice, Andrea Krasnaï, et l'objectif pour ce balado est d'explorer les enjeux et les défis de la transformation de l'enseignement supérieur à l'ère numérique. Dans cet épisode, nous explorons le monde des modèles alternatifs d'accréditation en nous concentrant sur les aptitudes et les compétences plutôt que sur le temps consacré à l'apprentissage. Nous parlerons de l'importance pour les employeurs de participer à la conception de ce qu'on apprend en veillant à ce qu'elles correspondent à leurs besoins réels. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Anne-Marie Quentin, gestionnaire du Centre de carrière et du développement professionnel à l'Université de Hearst, et Betty Nseka, conseillère en matière de cours abrégés et d'équivalence à l'Université d'Ontario français. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour, merci Andrea. Merci à vous d'être ici. Et sans plus tarder, je vais commencer avec notre première question pour donner pour le monde une définition de base ou plus une compréhension partagée des microtypes de compétences. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, comment décrirez-vous les microtypes de compétences en quelques mots? Bien, moi, je vais aller avec la définition que j'ai trouvée intéressante. C'est une certification de l'apprentissage qui est évaluée, mais qu'on associe à une aptitude ou à une compétence bien spécifique et pertinente. Donc, on va chercher à évaluer une compétence, puis à développer une compétence qui va être pertinente pour le marché du travail. Moi, j'ajouterais, c'est très bien. Alors, moi, j'ajouterais que c'est vraiment une qualification qui est formelle. Alors, c'est une qualification qui a passé par un processus d'assurance de qualité. C'est le résultat d'une collaboration entre une institution postsecondaire, habituellement, puis le travail avec un employeur là, qui est expert de sa matière puis qui est capable de partager les besoins du marché puis les besoins de cette compétence-là. Donc, on peut de soit approfondir ou développer de nouvelles compétences aussi et de court terme qui sont pertinents au marché du travail. Comment voyez-vous la valeur des modèles alternatifs d'accréditation et des modèles fondés sur les compétences à façonner l'avenir de l'éducation, en particulier dans les programmes de courte durée? Alors, ce qu'on voit, c'est vraiment les types de compétences, comme celui des microtypes, par exemple, qui ont une importante valeur ajoutée pour les personnes qui les comprennent. Alors, ça permet de faire des mises à jour des compétences ou même de reconnaître le développement des nouvelles compétences qui sont essentielles sur le marché du travail. Alors, je crois que surtout l'aspect d'accessibilité, l'aspect que c'est peut-être un peu plus de courte durée, l'aspect que ça peut être fait par soi ou ça peut être fait de façon cumulative avec d'autres formations. C'est ça qui fait la grande distinction entre les microtypes puis les programmes traditionnels qu'on connaît. Puis je pense que c'est avec ça que ça va permettre de façonner un petit peu le futur de l'éducation, puis comment est-ce qu'on approche les différentes formations. Alors, l'aspect accessibilité, selon moi, c'est la grande distinction, puis c'est la partie sexy, si on peut dire, des microtypes. Oui, de mon côté, là, je parlerai aussi de l'abordabilité et de la flexibilité. Lorsqu'on voit un public, par exemple, des professionnels en action qui ont déjà de l'expérience, qui n'ont pas assez de temps pour pouvoir retourner à l'université ou au collège pour des programmes assez longs,
mais qui aimeraient peut-être développer de nouvelles compétences ou mettre à jour des compétences déjà existantes. Donc, je trouve que c'est très intéressant de leur offrir ces micro-titres de compétences qui leur permet rapidement, en très peu de temps et de flexibilité d'ailleurs, parce qu'ils vont le prendre pour certains à leur propre rythme. Ça change un peu la façon de voir les choses, mais quand on parle des étudiants qui sont dans les programmes d'études, ce qui est intéressant, c'est que si l'on arrive à intégrer des micro-titres de certificats, micro-titres de compétences au sein des programmes d'études, au sein des cours, donc les étudiants en partant, ils pourraient avoir des badges, ils pourraient déjà avoir leur certification inclus à l'intérieur de leur cours, puis ça apporte une valeur ajoutée au niveau des entreprises qui aimeraient les accueillir comme employés à la fin de leurs études. Je pense que c'est très intéressant. On voit qu'il y a plusieurs certifications, que plusieurs de nos programmes vraiment pourraient inclure à l'intérieur pour donner cette chance aux étudiants. Est-ce que vous pouvez partager soit des exemples de réussites ou des initiatives en cours où les microtypes de compétences ont joué un rôle important pour répondre aux besoins particuliers des employeurs ou des industries? Parfait. Alors, du côté de l'Université de Hearst, alors, on a quand même eu du succès avec 2 microtypes de compétences. Alors, la première, on a développé une certification sur les compétences culturelles. Alors, on a eu une venue quand même assez importante de gens en provenance de l'international dans nos communautés. Puis, en étant dans les communautés du Nord, c'était quelque chose, l'aspect culturel était relativement nouveau. Alors, ce qu'on a retrouvé, c'est des difficultés dans le marché du travail à s'adapter un petit peu avec cette venue-là, cette augmentation de personnes issues de l'international. On a travaillé avec un partenaire communautaire qui s'appelle le CRIDEC. Alors, avec eux, on a été en mesure d'identifier c'était quoi les besoins du marché, puis de collaborer ensemble pour monter quelque chose qui permettait vraiment d'avoir une intégration pour les gens qui voulaient s'intégrer sur le marché professionnel dans le Nord chez nous. Puis tout ça, tout en travaillant dans vraiment un environnement de travail qui est sain des deux côtés. Alors, une compétence culturelle du côté de l'employé et du côté de l'employeur. Alors, ça a été un beau succès. Là. Il y a eu énormément de certifications qui ont été faites, qui ont été complétées. Alors, pour nous, ça a été synonyme de succès. Puis, on a un deuxième aussi, encore une fois, avec la venue d'étudiants en provenance de l'international. Ça a créé aussi toute une nouveauté d'étudiants qui étaient habitués de travailler d'une certaine façon au niveau des stages, alors dans leur pays d'origine. Puis, une fois arrivés chez nous en milieu de stage, la supervision était un petit peu différente de ce qu'ils étaient habitués. Alors, on a développé une formation qui s'appelle supervision efficace. Ça a permis aux employeurs d'avoir une formation un peu plus structurée, puis un peu plus solide aussi pour pouvoir accueillir les gens en stage chez eux, puis leur donner la formation dont ils avaient besoin. Alors, les deux étaient des collaborations avec le marché du travail, puis ça a quand même très bien été. Oui, de notre côté, à l'Université de l'Ontario français, ce que nous faisons déjà, c'est que nos étudiants, c'est prévu qu'ils aient des badges à la fin de leur cursus universitaire parce qu'au sein des cours, de tous les cours, les enseignements se font par compétences. On développe des compétences, puis à la fin, les étudiants sont capables de démontrer qu'ils ont acquis certaines compétences à l'intérieur de leur cours. Ça, c'est une chose. Puis là, présentement, les pôles sont en train de travailler, on travaille ensemble avec les pôles pour développer des programmes assez courts, ciblant des compétences bien spécifiques et utiles à l'industrie. Je parle, par exemple, du pôle en économie et innovation sociale, où est-ce qu'un programme très alléchant est en train d'être développé, un programme vraiment court pour des professionnels en action. Puis là, c'est vraiment pour des organismes communautaires, pour que des personnes qui arrivent, qui pourraient peut-être déjà avoir un premier diplôme, puissent suivre ça pour mettre à jour leurs connaissances et s'engager dans le marché de l'emploi. Wow, super intéressant et toutes des choses qui sont, je pense,
des solutions, des méthodes de résoudre des problèmes réels qu'on a dans la communauté. Donc, c'est sûr qu'on ne s'adapte pas à une nouvelle culture pendant la nuit, Anne-Marie. Et de l'autre côté aussi, je trouve super intéressant la façon que l'UF prend des badges pour pouvoir certifier les compétences obtenues pendant un programme. De votre point de vue, quel type de sensibilisation serait nécessaire pour établir et définir des modèles d'affaires durables pour les microtypes de compétences dans le paysage de l'éducation? Et si on se lance un peu plus profondément, pourriez-vous nous donner un aperçu de la manière dont vos contextes particuliers, donc franco-ontarienne, minorité francophone, et aussi la perspective du Nord, la perspective de Toronto, comment vos contextes particuliers peuvent avoir un impact sur ces initiatives de sensibilisation? Je pense, pour la première partie de la question, je pense que quelque chose qui est très important là, pour développer des collaborations, développer un modèle qui est durable. Je pense que un des premiers aspects, c'est vraiment la communication avec les employeurs pour s'assurer de bien connaître les besoins, puis encore plus important, qu'elle reste pertinente, puis qu'elle reflète vraiment la réalité du marché. Alors, parce que la réalité du marché du travail change tellement rapidement que le processus de réalisation puis de mise au marché d'une micro-formation doit être très rapide. Un autre aspect qui est important, c'est vraiment de promouvoir une valeur assurée de la qualité de la formation qui est faite. Alors, l'université va se définir comme l'expert pour les approches pédagogiques, le développement de formation. Mais il faut pas oublier que les employeurs sont les experts de leur domaine, puis des besoins du marché. Alors, ce qu'on doit faire, c'est vraiment établir une collaboration puis un processus qui assure que ces deux composantes-là sont bien respectées et représentées. Et si je peux apporter un troisième point, je pense que le contexte francophone est vraiment intéressant de la façon que tu l'apportes, Andrea, parce que je pense que c'est une responsabilité qu'on a. Parce que le marché anglophone, c'est certain qu'il est beaucoup plus gros, il est en majorité. Alors, il y a peut-être plus de formation. L'offre est beaucoup plus variée au niveau anglophone. Alors, je pense que ça repose sur nous, les petites institutions francophones en minorité, de se doter des possibilités pour pouvoir développer les belles formations pour offrir aux francophones des formations de qualité qui leur permettent vraiment de continuer de se former en français, peu importe le modèle de formation qu'ils choisissent. Oui, de mon côté, je pourrais ajouter à ce que Anne-Marie venait de dire, sous un autre aspect. Je vais prendre la perspective plutôt de durabilité en termes des programmes que nous avons. Notre université, par exemple, elle est jeune. Nous avons des programmes qui existent et qui sont en développement. On développe d'autres programmes. Mais considérer les ressources que nous avons à l'interne pour créer des titres de compétences ou des programmes courts, j'aime cette approche parce que là, ça coûte moins. Puis toujours en considérant bien entendu les besoins des industries. Je pense que cette approche serait gagnante, à mon avis, pour les institutions qui envisagent créer des micro-titres de compétences, se servir de ce qui est à l'interne pour développer des programmes très courts. C'est très intéressant, les deux perspectives. Donc, non seulement répondre aux besoins de l'industrie, mais aussi donner cet accès aussi. Donc, selon votre expérience, dans quelle mesure pensez-vous que la reconnaissance des microtypes de compétences par les employeurs est essentielle et quelles mesures peuvent être prises pour assurer une reconnaissance et une acceptation généralisée? Alors, je pense que la reconnaissance de formation courte et accessible, c'est un petit peu la clé pour permettre une mobilisation des ressources humaines, que ce soit des gens qui veulent faire des mouvements latéraux dans un emploi ou même augmenter, aller chercher des postes peut-être un petit peu plus élevés. Les gens ont besoin d'avoir certaines mises à jour de compétences. Alors, je crois que c'est tellement important pour permettre de répondre aux besoins actuels du marché
que ce soit des gens qui sont en train de se développer pour accéder à certains postes, comme nos étudiants actifs, nos étudiants inscrits dans des programmes comme au baccalauréat, ou que ce soit des professionnels qui se sont soit absentés du marché du travail pendant un certain temps, que ce soit pour les gens qui veulent faire, comme que je mentionnais, des mouvements latéraux ou horizontaux. Et je pense que ça permet de développer ces compétences-là et de vraiment de répondre aux besoins. Alors, d'après moi, c'est quelque chose de très important. Mais puis, pour être en mesure d'être reconnu à sa juste valeur, je pense que je l'ai mentionné à quelques reprises, mais je pense que l'important, c'est de développer un processus d'assurance de qualité qui est interne, qui est reconnu. Alors, il y a un processus déjà là, au niveau de l'Ontario, pour les microtitres de l'Ontario, qu'on souhaite qu'il soit vraiment structuré puis standardisé. Alors, je pense que l'élaboration d'un processus d'assurance de qualité interne qui inclut aussi la collaboration de l'employeur, parce que souvent, un employeur n'aura pas un même processus d'assurance de qualité de formation. Alors, je pense que si on est capable de développer ça, ça va aider à faire reconnaître à sa juste valeur des formations courtes comme ça, des micro-titres. Oui, je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Je vais, par exemple, parler de l'expérience d'un des responsables de nos pôles avec Radio-Canada. Donc, c'est sûr que en allant vers Radio-Canada, nos étudiants peuvent aller là-bas faire leur stage, mais après, pour qu'ils soient employés, il y a certaines reconnaissances que Radio-Canada exige de ses étudiants. Si vraiment vos étudiants en sortant, ils ont telle certification, c'est assuré que nous, on les embauche. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait. Donc, et puis, au niveau de la province, là, c'est ce que Anne-Marie venait de dire, il va vraiment falloir que le processus d'assurance qualité interne soit là, soit mis en place, puis après, que cela soit suivi du ministère, que le ministère établisse des lois qui régissent justement les micro-titres de compétences pour que les institutions postsecondaires s'alignent avec les différentes exigences du ministère pour la reconnaissance. Mais ce qui est des employeurs, c'est vraiment sûr que des employeurs, ils attendent voir ça sur les CV, certaines certifications. Ils attendent voir ça, ils attendent voir des badges, ils attendent voir que les étudiants ont développé certaines compétences pour qu'ils soient parmi leurs favoris, je dirais. Donc, et puis la compétition, on sait qu'elle n'est pas, elle est énorme là. Donc, on veut préparer nos étudiants, on veut qu'en finissant l'université, qu'ils soient capables de se décrocher un travail digne du travail qu'ils ont abattu pendant 4 années d'université. Donc, je crois que les employeurs, ils exigent, puis nous, de notre côté, en tant qu'institution, nous faisons de notre mieux pour que nos étudiants soient à même de se défendre ou de présenter des acquis et des compétences qu'ils ont développées au sein de nos programmes. Je pense, si je peux me permettre d'ajouter ici, Betty, tu as mentionné quelque chose de vraiment intéressant quand tu as mentionné que oui, les employeurs veulent voir les badges, ils veulent voir les compétences qui ont été développées. Je pense que la reconnaissance apporte l'articulation de la compétence. Alors, si on est en mesure de démontrer que oui, regarde, j'ai eu cette compétence-là, l'étudiant est encore plus en mesure, ou le participant, la personne qui a suivi la formation, est encore plus en mesure d'expliquer la compétence à l'employeur de façon à la valoriser encore plus. Parce qu'on le voit souvent chez nos étudiants qu'ils vont suivre un programme, ils vont suivre une formation, mais quand ça vient le temps de vendre ses compétences ou ses capacités à un employeur, il va avoir un certain blocage. Alors, si on est capable de reconnaître la compétence ou ce qui a été développé, bien, c'est encore plus facile pour l'étudiant ou la personne de vanter ses mérites ou d'identifier ses mérites et de les partager. De sorte à ce que la personne va être placée au bon endroit, embauchée au bon endroit. Tu m'as fait penser à une statistique, Anne-Marie, où les étudiants où ils ont été évalués, il y a eu une partie de réflexion, ils ont été plus confiants en ses propres compétences que l'autre cohorte où on n'a été pas évalué, mais ils ont eu la même expérience. Donc, c'est intéressant cet enjeu. Je vous lance un autre grand défi que je pense qui est bien connu. Il s'agit de l'évolution rapide du marché de travail quand
vous avez des données qui peut-être sont pas mises à jour, mais c'est les données que vous avez en temps réel. Donc, que pensez-vous que l'importance des données en temps réel sur le marché du travail peut soutenir la crédibilité et la pertinence des microtypes de compétences et exister des initiatives ou des stratégies en particulier que vous jugez efficaces à cet égard? Nous, de notre côté, je pense que oui, c'est vraiment important là, que ce soit toujours fidèle à la réalité du marché, parce que oui, c'est un marché qui est très changeant. Je pense que une initiative, puis je veux dire, on n'a pas encore on est encore à nos tout débuts là, par rapport à notre processus d'assurance de la qualité, mais une des initiatives qu'on veut s'assurer d'inclure, c'est vraiment d'avoir une certaine rapidité d'exécution pour pouvoir développer, lancer des formations de façon à ce qu'on demeure pertinent avec les données du marché. Alors, éviter, puis je pense que c'est un petit peu un fait qui est connu de tous, quand on lance des programmes universitaires, ça peut prendre plusieurs années avant d'être en mesure de lancer un programme. Ensuite, le contenu est malléable, mais il y a quand même une certaine durée de temps là, avant de le développer. Alors, ce qu'on veut faire, c'est éviter un petit peu ces durées-là, quelque chose qui est long, qui est lent pour les microtitres. On veut pouvoir réagir assez rapidement là, pour pouvoir, un, répondre aux besoins, puis deux, demeurer pertinent là, avec les données qu'on y présente. Excellent. Merci à vous deux. On est rendu à notre dernière question. Avez-vous rencontré des défis ou des obstacles dans la promotion des microtypes de compétences? Et comment pensez-vous que nous puissions les surmonter pour favoriser une plus grande acceptation de ces modèles dans le monde de l'éducation? Moi, je pense que là, on voit les microtypes de compétences, on voit l'aspect industrie et institutions post-secondaires, mais je pense qu'on devrait aussi penser à l'intérêt, aux besoins des communautés, connaître non seulement les besoins des employeurs, mais aussi faire des sondages pour aller trouver des potentiels clients ou des potentiels participants à ces programmes-là, pour que ça doit être des programmes alléchants où on connaît déjà qu'il y a le besoin en termes de formation. On peut cibler une certaine population, on peut cibler une certaine catégorie de personnes qui sont dans le besoin pour cette formation-là, puis aller les chercher. Ça, je pense que ça serait peut-être le plus grand défi parce que les employeurs, on les connaît, on sait ce qu'ils veulent. Nos institutions ont des programmes que l'on connaît, on sait comment matcher les deux. Mais maintenant, comment trouver des personnes, comment sensibiliser la population, comment sensibiliser des personnes qui viennent suivre ces programmes-là. Ça devrait être un morceau à considérer, à ne pas prendre à la légère, à mon avis, parce que on ne crée pas juste un programme pour le créer. Il va falloir qu'il y ait des personnes qui suivent ce programme-là. Autre chose aussi, je me dis que j'ai eu cette question-là il y a quelques jours où on me demandait en réalité, c'est qui crée des micro-titres des compétences? Est-ce que en tant qu'université, l'université a ce mandat-là? Pourquoi l'université ne s'arrêterait pas à créer des programmes universitaires? Parce que il y a des micro-titres certificats qui sont destinés à tout le monde. Ça peut être ouvert aux étudiants qui quittent l'école secondaire, ça peut être aux professionnels en action. Est-ce que ce programme-là est destiné à un public assez mûr, qui a déjà une expérience, qui a déjà des compétences dans ce domaine, où ça pourrait être offert aux jeunes aujourd'hui qui finissent l'école, mais qui ne peuvent pas suivre des études universitaires? Il va vraiment falloir réfléchir sur des modèles qui pourraient être assez ouverts pour n'importe quel type de clientèle. Ça, c'est un peu ce que je trouve comme défi, mais aussi le défi financier, parce que mettons que on doit intégrer un tas de certifications dans nos programmes d'études parce que les employeurs en veulent, mais les étudiants ne peuvent pas payer pour ces certifications, ils peuvent pas. Alors, leur demander juste de suivre leur 4e année, puis après payer pour certaines
certaines certifications en dehors de leurs 4 années, ça devient un peu plus coûteux pour les étudiants. Donc, il faudrait aussi réfléchir à des moyens pour trouver du financement pour les étudiants pour que ces micro-types de compétences soient intégrés au sein de nos cours et que les étudiants n'aient pas à payer pour ces micro-titres de compétences. Je pense que c'est clair que les micro-titres de compétences, c'est un investissement important là, qui se fait de la part des institutions postsecondaires. On veut s'assurer qu'ils vont être bien utilisés et qu'ils vont bien répondre aux besoins. Quand ça a été lancé, l'idée des micro-certifications, il n'y avait pas des balises claires qui ont été vraiment identifiées. Puis plus que ça va, mieux ça vient, mais il reste toujours encore une zone grise quant au niveau de la micro-certification. Alors, en ce moment, on a les collèges, on a les universités aussi qui vont offrir des micro-titres de certification, mais il y a une zone à l'intérieur de ça qui peut être offerte et par les collèges et par les universités. Alors, ça va être de déterminer vraiment les différents niveaux, la différente rigueur académique qu'on va retrouver dans chacune de ces formations-là. Alors, il existe une certaine échelle maintenant, puis ça l'a beaucoup aidé, je pense, à clarifier avec le document là, de micro-titre de l'Ontario. Alors, je pense qu'il y a une aide qui est faite à ce niveau-là, mais il reste encore une certaine confusion là, par rapport à la clarté, qu'est-ce qui appartient au collège, qu'est-ce qui appartient aux universités. Je pense que c'était clair il y a 5 ans. Ça change de plus en plus. Alors, cet aspect-là, je pense qu'il y a une certaine ambiguïté là, qui serait intéressante à regarder un petit peu plus davantage. Puis, en deuxième lieu, c'est vraiment d'élaborer un processus formel qui va assurer la qualité des formations, qui va nous permettre de rester fidèles à la réalité des compétences nécessaires sur le marché. Alors, on veut vraiment demeurer pertinent, on veut vraiment demeurer à date, à jour. Alors, je pense que si on part avec cette idée-là de qualité, de pertinence, je pense que on espère du moins de se tromper le moins possible dans la façon qu'on va avancer. Donc, il s'agit un peu d'un équilibre entre la communauté et les besoins des employeurs aussi. Et quand tu as mentionné ça, Betty, ça m'a fait penser au micro-titre qu'Anne-Marie a mentionné tantôt pour les étudiants de l'international. Je pense, un super bel exemple de répondre à ces deux besoins parce que c'est un besoin pour les deux parties prenantes. Je voulais vous demander si vous avez quelque chose à ajouter avant de terminer. Moi, j'aimerais peut-être juste remercier eCampus pour ce beau travail-là. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des initiatives puis des ressources du genre pour un peu lancer le mot. Je pense que le mot, ça s'abonne depuis un certain temps au niveau des institutions postsecondaires, mais c'est pas encore tout à fait clair par rapport au marché de l'emploi. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors, des initiatives comme celle-ci, là, de faire un balado comme ça permet vraiment de lancer le mot, si on veut, pour pouvoir faire connaître ces initiatives-là. Alors, c'est ça de mon côté, c'est vraiment un gros merci. Oui, moi également, j'aimerais remercier eCampus. Les initiatives sont toujours belles de votre côté. Puis là, on se retrouve, on a eu la chance de passer avec Anne-Marie. On a travaillé ensemble dans le passé. Puis là, c'était une occasion encore de nous revoir. Merci beaucoup. Le mot-clé de ce jour, c'est la collaboration. On aime bien ça. Excellent. C'est tout pour cet épisode du balado Campus numérique des Campus Ontario. Merci encore, Betty, Anne-Marie, de m'avoir rejoint aujourd'hui. Nous inclurons des liens vers des exemples, des nouvelles ou d'autres ressources mentionnées dans l'émission, ainsi que vers les profils de Betty et Anne-Marie sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez communiquer avec elles en ligne. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Andrea et c'était le balado Campus numérique. Merci d'avoir assisté au balado du campus numérique d'eCampus Ontario, une émission qui s'adresse aux éducateurs et aux apprenants appelés à façonner l'avenir de l'enseignement supérieur à l'ère du numérique et à y participer. Si vous avez aimé cette émission, veuillez vous y abonner et en transmettre le lien à vos relations.
Visitez notre site web et suivez-nous sur X et LinkedIn. Vous y trouverez plus d'informations, d'outils et de soutien pour naviguer avec succès la pédagogie numérique dans le milieu de l'éducation supérieure d'aujourd'hui et de demain. Financé par le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada. Les avis exprimés ne sont pas nécessairement ceux des sponsors.